Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'armée malgache lance un appel au gouvernement et à l'opposition pour mettre fin à la crise. Malgré les propos fermes du président de la République qui n'entend pas céder à leurs revendications, l'opposition multiplie depuis 2 semaines les manifestations dans la capitale Antananarive. Le 24 mars 2018, l'ancien allié du président béninois Patrice Talon et désormais son principal opposant Sébastien Ajavo a lancé sa propre formation politique, l'Union sociale libérale. Il souhaite créer une alternative de progrès démocratique en faveur de la liberté et du développement. Le porte-parole de l'USL, M. Donklan Abalo, répondra à nos questions à ce sujet dans la suite de ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, le Salon international du tourisme d'Abidjan s'est clôturé ce mardi 1er mai. Lors de cet événement, le potentiel multisectoriel du pays a été mis en avant. Objectif, faire du tourisme le 3e moteur de croissance économique du pays. Alors que la situation reste tendue à Madagascar, l'armée et la police appellent les parties en conflit à trouver une issue à la crise politique actuelle. Depuis près de 2 semaines, le centre-ville de la capitale malgache est pris d'assaut par divers mouvements d'humeur menés par l'opposition. Haché Duprat. À Madagascar, le bras de fer entre l'opposition et le régime en place se poursuit. La place du 13 mai est devenue l'emblème de la contestation populaire autour des nouvelles lois électorales jugées partiales. Des mobilisations parfois violentes. Les responsables des forces de l'ordre ont d'ailleurs appelé le gouvernement et l'opposition à y mettre fin. Nous, responsables des forces de l'ordre, interpellons haut et fort les chefs de partis politiques concernés par les tensions actuelles pour qu'ils prennent leurs pleines responsabilités pour trouver une solution. Et ce, dans les plus brefs délais. Nous, forces de l'ordre, déclarons vouloir coûte que coûte la sécurité du peuple. Cela est la priorité du pays. Une priorité d'autant plus forte que le président R. Razonary-Mampiane a fermement refusé de se plier à la demande de démission de la part de l'opposition. Une fronde inédite pour le chef de l'État depuis son entrée en fonction fin 2013. Et sa prise de position à 6 mois de la présidentielle laisse planer le doute sur sa candidature. Pour l'instant, tous les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province qui avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. Une première tentative de sortie de crise a été amorcée par les forces vives du pays sous l'égide de l'Union africaine, sans succès. Et quant à la requête de l'opposition à la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du président de la République, elle n'a toujours pas trouvé de réponse. Arrivé 3e à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavo est récemment devenu chef de parti. Celui qui a soutenu l'actuel président Patrice Talon en 2016 se positionne désormais comme un challenger face à la mouvance présidentielle lors des prochaines législatives prévues en 2019. Pourquoi ce changement de position? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Donklan Abalo, porte-parole du parti Union sociale libérale, la formation politique présidée par Sébastien Ajavo. Bonsoir M. Abalo et merci d'avoir... Bonsoir Madame la journaliste et merci de nous recevoir sur votre plateau. Tout d'abord, quel bilan faites-vous des 2 ans du président Patrice Talon au pouvoir au Bénin? Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire un bilan, mais je dois vous dire simplement que le pays, notre Bénin, va mal. Promenez vos caméras à Cotonou un peu partout, vous comprendrez que la situation du pays inquiète. Et donc, si nous décidons d'en parler, c'est parce que nous aimons notre pays et nous pensons qu'il est possible de changer les choses. Vous savez que le président Patrice Talon, dans son programme d'action du gouvernement, pilier 1, axe 1, et puis stratégie numéro 1, et il disait qu'il faut renforcer l'état de droit et la démocratie. Et si vous vous rendez au Bénin aujourd'hui, vous verrez que l'état de droit est en net recul. C'est important de le dire. Vous verrez que les institutions de la République ne sont pas respectées. Donc les décisions des institutions de la République. Vous verrez que l'Assemblée nationale, le président même de l'Assemblée nationale marche pour soutenir le chef de l'État dans ses actions, alors que l'Assemblée nationale devrait constituer une institution de contre-pouvoir. Alors, votre parti a récemment été créé. À quels besoins répond-il, sachant que le Bénin compte déjà
plus de 200 partis politiques. Non, en fait, notre parti a été créé parce que justement, il était important d'animer la vie politique. Nous avons l'ambition d'aller aux différentes échéances électorales, notamment les législatives, les municipales et la présidentielle. Et il est clair au Bénin que vous ne pouvez pas participer à ce genre d'élection si vous n'êtes pas organisé un parti politique. Nous ne voulons pas, comme des mercenaires, avoir des représentants sur des listes de partis déjà existants. Et donc, nous avons créé notre parti parce que nous pensons avoir les potentialités pour aller à la conquête et à la gestion du pouvoir politique. C'est pour ça que nous nous sommes constitués. Et une coalition s'est créée autour de Sébastien Ajavon. Quelle est la mission de cette coalition? Non, il faut dire que l'USL de Sébastien Ajavon participe à une coalition qui est la coalition pour la défense de la démocratie. Ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est que les acquis démocratiques de notre pays ne sont pas sauvegardés. Et 2 anciens présidents se mettent ensemble avec un rapporteur de la conférence des forces vives de la nation et plusieurs autres acteurs politiques. C'est pour dire à M. Patrice Talon, vous ne respectez pas les acquis démocratiques et nous autres, nous sommes là pour vous rappeler ces acquis-là et faire en sorte que vous puissiez les respecter. Parce que hors de la Constitution, il n'y a pas de salut. Vous estimez que la démocratie sera en péril au Bénin à cause du président. Et quels sont les éléments concrets qui vous permettent de Oui, j'ai commencé d'abord par parler des éléments politiques. Ensuite, vous constaterez que sur le plan économique, et le président lui-même a fait cet aveu-là, il y a un conflit d'intérêts. Lorsque vous êtes président de la République et que vous reconnaissez que vos amis et vos ayants droit ont pris vos parts dans des sociétés que vous gérez, notamment dans la gestion du coton et de la vérification des importations, il y a conflit d'intérêts. Et ça ébranle la démocratie. Lorsque sur le plan social, vous opérez une opération, je le répète comme ça, de libération d'espace public et que vous détruisez les activités des Béninois, et là vous ébranlez des acquis démocratiques. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut vous donner pour démontrer que le pays va mal actuellement. Si vous allez au Bénin aujourd'hui, ce qui défraie la chronique, c'est une affaire concernant un député de la minorité parlementaire qui bénéficie d'une ordonnance de non-poursuite devant la justice. Mais le gouvernement a décidé de le mettre en garde à vue contre toute règle juridique. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter dans un état de droit. Tout ceci, mis ensemble avec d'autres éléments, vous constaterez que nous sommes dans un net recul démocratique. Et quand vous avez ce tableau-là, quand vous êtes patriote, eh bien, vous vous liguez contre tout ça et vous vous organisez. Et l'USL est mis en place pour combattre. Absolument. Nous nous organisons pour aller à la conquête du pouvoir politique et pour gérer le pouvoir politique. Les espoirs placés en M. Patrice Talon ont été déçus et il est important de le marteler, il est important de lui dire que nous sommes debout et que nous ferons face à tout cela. Merci M. Abalo d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Invitez-nous toutes les fois que c'est possible, nous viendrons. D'accord, merci. La Côte d'Ivoire a enregistré 1 million de touristes en 2017. La 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan l'a démontré. Ce secteur est l'une des locomotives de la croissance économique du pays. La Côte d'Ivoire a pour objectif de faire passer la part du tourisme dans son produit intérieur brut à 8% d'ici 2020 avec 2 millions de touristes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1 million de touristes étrangers, c'est la performance réalisée pour la première fois par le secteur touristique en Côte d'Ivoire. C'est le résultat du travail de repositionnement réalisé par les autorités et les acteurs du secteur. Tourisme d'affaires, tourisme balnéaire ou religieux, les possibilités du secteur sont riches et variées. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, permet d'exposer le potentiel du pays au tour opérateur afin d'attirer des millions de touristes vers la destination Côte d'Ivoire. L'objectif à court terme pour les visites en Côte d'Ivoire, nous pensons que pour 2019, on devait être à 2,5 millions de touristes. Et nous sommes convaincus qu'en plus d'être à 2,5 millions de touristes, pour le salon CITA, nous serons à 100 000 visiteurs pour 2019. Pour atteindre cet objectif, les conseils régionaux ont un grand rôle à jouer. Ces entités décentralisées ont exposé les richesses du terroir. La région de Lamé, par exemple, met l'accent sur le circuit des montagnes Mafa du village de Bessédi-Brignan dans le département d'Adzopé. Démarche similaire pour le conseil régional du Tonkui. Nous avons des forêts, nous avons les montagnes, nous avons les cascades naturelles, nous avons un tourisme à visage humain et nous avons des spectacles que nous essayons d'encadrer, notamment autour du festival nidalais. Plusieurs pays et opérateurs africains étaient présents au Salon international du tourisme d'Abidjan afin de mutualiser leurs moyens. Parmi eux, le promoteur du premier champagne africain, un vin pétillant d'origine française adapté au goût des Africains. Il fallait adapter au moins une cuvée qui va s'adresser à cette clientèle qui est friande justement de champagne doux et fruité. Au lieu justement de proposer du demi-sec qui est aujourd'hui le plus consommé en Afrique, moi je propose une gamme intermédiaire entre un brut classique et un demi-sec.
Le tourisme est appelé à jouer un grand rôle dans l'économie ivoirienne. Sa contribution au produit intérieur brut est passée de 1,8% en 2011 à 5% en 2015. Objectif, atteindre 7% en 2020. Pour ce faire, un plan d'un montant de 3 200 milliards de francs CFA est en cours d'élaboration. La 13e Biennale d'art africain contemporain a ouvert ses portes ce jeudi 3 mai à Dakar au Sénégal. Pour préparer son exposition, Alioune Badara Sarr, un peintre sénégalais basé en France, a décidé de retourner à Diofor, son village natal situé à proximité de Dakar. Ses toiles sont inspirées de deux principales thématiques, l'identité culturelle et l'immigration. Marcel Farba-Maron. L'immigration, la diversité et l'identité culturelle au cœur du travail d'Alioune Badara Sarr. Cet artiste peintre sénégalais de 35 ans aura l'occasion de présenter son œuvre lors de la 13e Biennale d'art africain contemporain qui s'ouvre ce 3 mai à Dakar. La toile dénommée « Métissage frontalier » est le produit de l'expérience d'Alioune Badara Sarr en tant que migrant parti en France pour poursuivre ses études à l'École européenne des beaux-arts. Quand j'ai travaillé sur cette peinture, à interroger la peinture et essayer de travailler avec le maximum de matière là-dessus. Et le fait que les peintures s'entremêlent et d'autres qui se repoussent. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce monde au fait. L'autre, il n'aime pas l'autre et l'autre, il accepte l'autre. Et c'est la même chose qui se passe avec la peinture. À l'origine, Alioune Badara Sarr est hébergé à Diofior, à 140 km au sud de Dakar. Également sculpteur, il se décrit comme un nomade culturel dont le travail reflète son idée du monde construit entre deux rives de l'Atlantique. Quand je crée, il y a forcément une certaine influence de ma culture que je n'ai pas oubliée, que je vais pas oublier, même si j'ai envie de l'oublier, c'est pas possible parce que bon, j'ai été berger pendant longtemps, j'ai été bercé dans toutes les forêts de ma région, j'ai été bercé dans une culture qui est dans l'entraide et tout ça. Et ça m'a permis un côté humain qui fait que ça se sent dans mes œuvres, quoi. Et ça, pour moi, je le prends pour un atout. Et le fait d'aller en Europe, ça m'a permis de voir que voilà, il y a une autre manière de vivre, une autre manière d'appréhender la société. Jusqu'à 75 artistes présenteront leur travail à l'exposition internationale intitulée « Une nouvelle humanité ». Le thème de cette année est l'heure rouge pour la section que l'on appelle l'exposition IN. L'exposition dite OFF, quant à elle, sera composée de 300 installations privées. Organisées tous les 2 ans, la Biennale d'art africain contemporain donne aux artistes africains et de la diaspora l'occasion de se rencontrer entre eux avec la participation de publics venus du monde entier. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.